Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les matrices, avec ici les applications linéaires. Donc on donne la matrice dans la base conique d'une application linéaire, donc d'un endomorphisme donc de R3. Ensuite, on va vous demander donc une base de Kerr de F, grâce à la matrice ici, une base de M de F, et on en déduira que M puissance n est égal à 0 dans la matrice nulle de dimension 3 pour tout n supérieur ou égal à 2. Prenons les choses dans l'ordre. Donc une base de Kerr de F, donc ici on va chercher Kerr de F, ça veut dire que ici on cherche des éléments x, y, z, donc de R3, tel que f de x, y, z est égal à 0 de R3. D'accord. Donc, si on traduit notre système directement, hein, ici, donc, on multiplie la matrice par x, y, z, ça me donnera x plus y moins z égale à 0, moins 3x moins 3y plus 3z égale 0, et moins 2x moins 2y plus 2z égale 0. Et on remarque quoi? Eh bien que ces trois équations, eh bien, elles sont équivalentes en fait. La première, si vous la multipliez par moins 3, vous obtiendrez la deuxième. Et si vous multipliez la première par moins 2, vous obtiendrez la troisième. Donc le Kerr, il est réduit à étudier l'équation donc x plus y moins z égale 0. Alors pour replacer ça dans le cours, je rappelle que si vous prenez l'application phi, hein, qui a x, y, z associe donc eh bien, x plus y moins z, le Kerr de phi, phi c'est ce qu'on appelle une forme linéaire, parce qu'on va donc de R3 dans R, donc eh bien, Kerr de phi, c'est ce qu'on appelle un hyperplan. D'accord. Hyperplan, donc dimension 1 de moins que l'espace, dimension n-1, c'est-à-dire ici 2. Voilà pourquoi vous cherchez ici un Kerr de f de dimension 2, donc une base avec deux éléments. Alors là, comment trouver la base? Il y a deux méthodes, vraiment. Première méthode, c'est d'utiliser le fait que ici, ben, z est égal à x plus y. D'accord. Ça veut dire que si je prends un élément x, y, z, s'il appartient au Kerr, il s'écrit x, y, x plus y. D'accord. Et donc en séparant les x ensemble, j'obtiendrai donc, regardez bien, x, 0, x plus 0, y, y. Et en factorisant par x, ça fait x fois 1, 0, 1 plus 0, 1, 1 fois y. Ça veut dire qu'ici, eh bien, le Kerr est engendré par deux éléments. D'accord, 1, 0, 1 et 0, 1, 1. Donc ici, on peut donner un Kerr de f, c'est donc le vectoriel R de nos deux éléments. Donc ici, l'élément 1, 0, 1 et 0, 1, 1. Voilà une première méthode. Deuxième méthode, en utilisant la dimension. Parce qu'ici, il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'ici, il faut quand même préciser que 1, 0, 1 et 0, 1 et 1 forment une... Enfin, sont indépendants. D'accord. Et de façon évidente à cause de la position des zéros. Comme ils sont indépendants et générateurs. Et donc, une base. Donc, on écrit base de Kerr de f, c'est donc la famille. Alors, on va l'appeler F1, 1, 0, 1 et F2, 0, 1, 1. D'accord. Donc ça, c'est ma base. J'ai bien vérifié que c'était indépendant. Alors, si on fait l'autre méthode avec les dimensions, ça donne ceci. Donc ici, Kerr de f est donc le noyau d'un hyperplan, enfin, est le noyau d'une forme linéaire. Donc, la dimension de Kerr de f est égale à 3 moins 1, 2. Donc on cherche donc deux générateurs. Deux générateurs libres. De façon à avoir finalement une base. Alors des générateurs, ben, c'est facile. Vous en prenez, déjà vous prenez un élément, deux générateurs, c'est-à-dire deux éléments de notre ensemble qui seront libres, sont forcément générateurs puisqu'on a une dimension 2. Donc on peut choisir tout simplement, alors je vais reprendre F1, je peux prendre donc x égale 1, y égale 0, ça me donnera, d'après l'équation, z égale 1. Et si j'inverse, si je prends x égale 0 et y égale 1, j'aurai z égale 1. Vous voyez qu'on retrouve en fait les deux mêmes. J'aurais pu tomber sur d'autres. J'aurais pu par exemple prendre f3. Si je prends x et y valent 1, j'obtiens z égale 2. Voilà, c'est un autre élément. Et donc parmi tous ceux que vous trouvez, il faut en prendre deux libres. Et c'est vrai que la position des zéros en deuxième et en première ici,
on peut dire directement que ces deux vecteurs ici, ils sont libres, ils sont indépendants, ils forment une famille libre. Donc on a notre base de ker de f, de dimension ici 2, pour la base de im de f. Alors, déjà, des choses intéressantes à rappeler, c'est pas difficile, mais ça permet de rappeler le théorème du rang. Le rang de f, c'est-à-dire la dimension de im de f, plus le ker doit faire 3. Donc ici, dim de im de f est égal à donc 3 moins dim de ker de f, 3 moins 1, 3 moins 2, pardon, égale à 1. Donc l'im de f est égal à 1. Donc ça veut dire qu'ici, im de f est engendré par un vecteur non nul. Donc il suffit d'en trouver un. Vous pouvez prendre n'importe quel élément de l'image. Alors on peut prendre par exemple f de 1, 0, 0, l'image du premier vecteur à la base canonique. Ça donne quoi? Eh bien, ça va vous donner ici, vous avez compris, la première colonne. Donc 1, moins 3, moins 2. Voilà. Donc il suffit de prendre ça. Ce vecteur est forcément une base de im de f. Donc base de im de f, eh bien on peut prendre f3 est égal à 1, moins 3, moins 2. D'accord? J'ai choisi un vecteur non nul. Comme im de f est de dimension 1, eh bien avec un seul vecteur non nul, vous avez trouvé une base. Et tous les autres, finalement, vont être des multiples. On peut aussi, c'est une autre méthode, vous avez la matrice. Donc les colonnes, c'est en fait les images des trois vecteurs de la base canonique f de E1. Vous voyez que ça fait 1, moins 3, moins 2. Mais si vous prenez f de E2, ça fait 1, moins 3, moins 2. Déjà, f de 1 est égal à f de E2. Et f de E3, c'est moins 1, 3, 2. Donc on remarque quoi? Que f de E1 est égal à f de E2. Et là, f de 3, c'est l'opposé. Donc c'est moins f de E3. Donc vous voyez qu'ici, les images des trois vecteurs de la base canonique sont en fait des multiples de f3. C'est pour ça qu'en fait, f3 va générer l'im de f. Donc on peut, comme ça, rien qu'en regardant effectivement les colonnes de la matrice, vous pouvez s'apercevoir instantanément ici que comme on a trois vecteurs qui sont donc non indépendants, ils sont tous multiples les uns des autres, eh bien on a une im de dimension 1, d'accord, puisque vous savez que im de f, si on doit résumer, im de f, c'est le vectoriel de f de E1, f de E2, f de E3. Im de f est engendré par les images des vecteurs de la base canonique. Voilà les choses qu'on peut dire sur ce genre de petites questions. Donc on a notre base de ker de f, notre base de im de f. La question suivante. Alors, en déduire. Puissance. Alors, en déduire, ça c'est intéressant. On a notre base. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi cette base elle est particulière? Donc on va aller regarder un petit peu f3. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ces trois f1, f2, f3, est-ce que ça forme une base en fait? Est-ce qu'ils sont libres entre eux? Eh bien, en fait, non. Sinon, l'exercice n'aurait pas d'intérêt, c'est la déduction. Donc, on va remarquer que f3, il est particulier. Donc, regardez f3. Alors, f3, est-ce qu'on peut fabriquer f3 avec f1 et f2? Voilà, une question qu'on peut se poser. Alors, on peut regarder, sinon, on cherche en fait, est-ce qu'on peut écrire f3 comme une combinaison de f1 et f2? Alors, avec les positions des zéros, c'est pas compliqué, parce que le f3, ici, sa première composante C1, elle est forcément fabriquée par le f1. Donc ici, alpha est forcément égal à 1. D'accord? Donc on va regarder f1, donc coefficient. La valeur de bêta, bêta, c'est pareil, dans f1, il y a un 0 ici. Donc le moins 3 est apporté par le 1 qui est dans f2. Donc ici, on va mettre moins 3 f2. Et effectivement, si on regarde la troisième composante, bien si on fait f1 moins 3 f2, eh bien ça fait donc 1 moins 3 moins 2, on trouve ceci. Donc tout simplement que f3, il est engendré par f1 f2, donc f3, il appartient en fait au ker de f. Puisque f1, f2, c'est une base de ker de f. Donc f3 est dans ker de f. Ça veut dire que, comme f3 génère im de f, ça veut dire ici que donc tous les éléments de l'im sont dans le ker. C'est-à-dire que im de f est inclus dans ker de f. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut faire avec im de f inclus dans ker de f? Eh bien, regardez. Pour tout x appartenant à R3, f de x appartient à ker de f, d'accord? Puisque f de x appartient à im de f. Donc, f de x est égal à quoi? Mais comme c'est dans le ker de f, l'image de f de x est donc égale à 0. Évidemment, le 0 de R3. D'accord? Et donc, conclusion, f carré de x est égal à 0, quel que soit x. Donc, en fait,
eh bien f2, c'est l'application nulle. D'accord? L'application nulle, bien sûr, en dimension 3. Et ça, c'est intéressant. F carré vaut 0. Comme f carré vaut 0, eh bien, si on prend f cube, donc évidemment f cube, c'est f rond f carré, d'accord? F rond f rond f. C'est donc f rond l'application nulle. C'est donc 0. L'application nulle. Voilà, ça veut dire qu'ici, par récurrence très simple, donc c'est-à-dire que pour tout n supérieur ou égal à 2, eh bien fn, eh bien c'est, si on peut écrire ça comme ça, c'est fn-2 rond f, et fn-2, fn-2 rond f carré, pardon, rond donc le 0 de R3, l'application nulle de R3, et c'est donc égal à l'application nulle de R3. Voilà. Je n'ai pas mis partout application nulle, mais vous avez compris. Donc, ça veut dire qu'ici, on a montré que l'application Fn est nulle pour n supérieur ou égal à 2. Donc, conclusion, ça veut dire que la matrice, eh bien, Mn, est donc la matrice nulle de dimension 3, donc O3, pour tout n supérieur ou égal à 2. Voilà, exercice assez sympa. On n'a pas utilisé le calcul. Alors, on aurait pu après calculer n carré, montrer que c'était nul, mais ça avait peu d'intérêt. Ici, on explique un petit peu. Et donc, une chose qui est intéressante ici, qu'on rencontrera parfois, c'est que in de f est inclus en cœur de f. Et ça a une conséquence. Encore vraiment direct ici sur f carré. Voilà. Je vous laisse. À très bientôt.